Bonjour à tous. Après un premier épisode sur les grandes questions de la philosophie de l'art, notre série Métaesthétique vous propose quelques épisodes sur les grandes phases de l'histoire de l'art, qui ne seront pas un travail d'historien bien sûr, mais donneront, je l'espère, à penser avant des épisodes qui auront un format plus dissertatif. On commence avec l'apparition de l'art chez l'homme préhistorique, ou plutôt les hommes préhistoriques, puisque plusieurs espèces humaines ont longtemps cohabité sur Terre, comme diverses espèces de chevaux, ou de chiens, ou de singes existent encore simultanément aujourd'hui sur Terre. Par exemple, les premiers hominidés australopithèques, qui ont probablement été pendant un moment contemporains des premiers Homo erectus. Puis à l'époque d'Homo erectus, il y a 2 millions d'années, diverses espèces là aussi ont cohabité, Homo habilis et Homo rudolfensis notamment. Mais aussi ensuite, après la découverte du feu il y a 500 000 ans, l'homme de Denisova et l'homme de Néandertal qui ont été contemporains d'Homo sapiens, notre espèce. Celle-ci s'étant même mêlée avec Néandertal avant que cette dernière espèce concurrente de la nôtre disparaisse il y a 40 000 ans. Lesquels de ces hommes ont découvert l'art? Cela a-t-il un sens de poser une telle question? La recherche de l'origine de l'art peut apparaître comme futile, car on manque de traces et qu'elle pourrait renvoyer à un inutile culte de l'origine et du fondement, mais elle est tout de même essentielle à nos yeux pour comprendre d'où viennent l'essentiel de nos présupposés sur ce que signifie l'art, ses fonctions et sa place dans la vie des hommes. Bonne remontée dans l'histoire de l'art donc, depuis le prisme de la philosophie. Commençons par la préhistoire, période compliquée puisque par définition on n'en connaît pas l'histoire, mais qui permet de réfléchir à l'apparition de l'art et donc à sa définition. Si on ne se contente pas de la pirouette selon laquelle l'homme aurait toujours été artiste, on doit admettre qu'il y a un moment de l'histoire des hominidés où ont vu le jour des comportements symboliques, représentationnels et spirituels peut-être, aux composantes soigneusement pensées et élaborées, qu'on a envie de lire comme esthétiques, alors qu'avant, cette préoccupation n'était pas là. Est-ce un phénomène très récent? Et progresse-t-il linéairement vers l'art contemporain qui en serait du coup le sens rétrospectif? Ou bien quelque chose d'ancien et de profond? On s'est souvent demandé pourquoi les hommes avaient laissé des formes géométriques, peint des figures animales sur les cavernes, à Lascaux par exemple, ou laissé des traces colorées de leurs mains, si on devait prendre ça pour de l'art, et pourquoi c'était apparu à une certaine époque, a priori au Paléolithique et pas avant. En 2018, Nature publie une étude sur les plus anciennes représentations figuratives connues, les peintures rupestres de l'Est de Bornéo, datées entre 52 000 et 40 000 ans avant notre ère. Aux environs de 34 000-32 000 ans se développent les statuettes du Jura souabe, les peintures schématiques sur des grottes humaines en Vénétie, les fresques spectaculaires de Chauvet dans la vallée de l'Ardèche, les blocs gravés de motifs vulvaires de la vallée de la Vézère, les peintures bichromes sur la voûte de certains abris de la même vallée, dans l'abri Blanchard ou l'abri de la Ferracie, et de simples incisions parallèles sur les parois des abris des Asturies. Ce sont des pratiques dont les styles, thèmes et techniques sont extrêmement différents. Certains paraissent simples et rudimentaires, d'autres sont incroyablement sophistiqués, comme les décors de Chauvet ou l'homme-lion de Eulenstein-Stadel, qui pourrait figurer dans la statuaire égyptienne. Georges Bataille, qui parle dès les années 1930 des peintures préhistoriques comme d'un art, dans son article L'art primitif, s'est enthousiasmé en particulier pour Lascaux, dans son livre de 1955, La peinture préhistorique. Il voit dans l'art le signe de l'hominisation, et Lascaux est pour lui le symbole du passage de l'animal à l'homme. Il est le lieu de notre naissance, parce qu'il se situe au commencement de l'humanité accomplie. Il est le signe sensible de notre présence dans l'univers, et Bataille dit « Jamais avant Lascaux nous n'atteignions le reflet de cette vie intérieure dont l'art, et l'art seul, assument la communication. » On sait maintenant qu'il y a eu d'autres peintures avant Lascaux. La grotte Chauvet découverte en 1994 notamment, celle de Cussac, l'art de plein air de l'Europe méridionale. Mais l'idée est dans le symbole, il y aurait une opposition entre Homo faber, fabricant d'outils appartenant au monde du travail, et Homo sapiens sapiens, être achevé, qui appartient désormais au monde du jeu, l'Homo ludens, comme dit Johan Huizinga, et de l'art donc, qui est jeu par excellence. Pour citer Bataille,
Aucune différence n'est plus tranchée, elle oppose à l'activité utilitaire la figuration inutile de ces signes qui séduisent, qui naissent de l'émotion et s'adressent à elle. Sentiment de présence, de claire et brûlante présence, qui nous donne les chefs-d'œuvre de tous les temps. L'homme de Néandertal, dont la face dut paraître plus bestiale que celle de n'importe quel homme vivant, dit Bataille, ne produisait pas d'œuvres d'art, il était dans le rythme de la survie, sans élévation de l'esprit à la contemplation et l'inventivité gratuite. Par contre, l'homme de Lascaux prouve son aptitude à dépasser la tradition et à faire œuvre d'art. Encore une fois Bataille, à la lueur d'église des lampes, il excédait ce qui avait existé jusqu'alors en créant ce qui n'existait pas l'instant d'avant. Nous devons donc donner à Lascaux valeur de commencement. Tout ça est évidemment fantasmatique. On sait maintenant que l'homme de Néandertal n'avait rien d'une brute animale, accaparé par sa seule survie immédiate, dans l'instantanéité d'une vie purement bestiale. Il avait en fait des comportements sociaux, symboliques et sans doute artistiques. Dans la grotte du Rennes, d'Arcy-sur-Cure, on a retrouvé des restes d'objets manufacturés en os et des parures. En Espagne, plusieurs ensembles graphiques pariétaux ont été datés autour de moins 40 000 ans. Des peintures dans les grottes de Nerja et d'El Castillo et des gravures dans la grotte de Goram. En Crimée, sur le site de Zaskalnaïa, un os de corbeau de moins 43 000 ans, entaillé de manière régulière, a été trouvé, sculpté avant l'installation d'Homo sapiens dans la région. En 1992, dans la grotte de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, des spéléologues ont découvert sur le sol d'étonnantes accumulations de stalagmites organisées en cercle, manifestement créées de main d'homme il y a 47 000 ans, et bientôt d'autres constructions complexes dans la même grotte, cette fois de 176 000 ans. Toutes ces actions sont manifestement l'œuvre de Néandertal. Mais cette attribution n'est pas forcément reconnue par la communauté scientifique. Par contre, cela fait moins de doute à présent sur des sites pariétaux récemment découverts en Espagne. Dans la grotte de La Pasiega, à côté de Bilbao, autour d'une figure quadrillée, on trouve des représentations d'animaux, des points et des figures non identifiées. Les chercheurs allemands et britanniques qui l'ont étudié avec la méthode uranium-thorium estiment que le panneau a été peint il y a 64 800 ans au minimum. Dans la grotte de Maltraviello, c'est la calcite déposée sur des mains négatives, mains utilisées comme pochoir sur lesquelles le colorant est projeté, qui a pu être datée avec la méthode uranium-thorium. L'âge minimum pour la réalisation de ces mains est estimé à 66 000 ans. Dans la grotte d'Ardales, une partie de la draperie de spéléothème a été colorée avec un pigment rouge, c'est le dépôt de carbonate sur le colorant qui a été daté de 65 500 ans au minimum. Pour Clive Finlayson, il n'est pas à exclure que ce soit carrément l'homme de Denisova, une autre espèce d'hominidé. Mais tout porte à croire que Néandertal était dans la région. On a découvert récemment que cette espèce humaine concurrente de l'Homo sapiens et qui a cohabité sur Terre avec nous jusqu'à 40 000 ans encore, se pare le corps en le peignant avec des colorants, qu'il porte des colliers en canines de cerf, en coquillages ou en cerfs de rapace, qu'il grave des signes abstraits sur des bouts d'os et de pierre. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'il produisait d'élaboré était réputé avoir été réalisé sous l'influence de l'homme moderne, qui l'a côtoyé, la présence d'ADN néandertalien retrouvé dans notre génome en témoigne, alors qu'on voit à présent qu'avant l'apparition d'Homo sapiens, dans certaines régions, ces pratiques dites artistiques existaient. Certains voyaient dans l'apparition de l'art une révolution de l'homme moderne, c'est donc douteux à présent. On a voulu associer cette apparition avec des changements neurologiques majeurs, mais le cerveau humain est à peu près le même depuis 200 000 ans, et d'ailleurs on se demande aujourd'hui si les comportements artistiques sont vraiment associés à l'intelligence et à des capacités cognitives de haut niveau, puisque certains défendent l'existence de formes d'art même chez les animaux. On en reparlera sous peu avec l'éthologue Dominique Lestel. Il faut donc voir dans l'art une pratique ancienne, au développement progressif, simultané et au moins en partie indépendant chez diverses espèces humaines, et peut-être accéléré par les influences des espèces entre elles. Il y a cependant une créativité sans précédent dans les dernières dizaines de milliers d'années de l'histoire de l'espèce humaine. Cette créativité des hommes du début du Paléolithique supérieur serait liée pour certains à l'apparition de nouvelles capacités cognitives, permettant le passage d'une intelligence sectorielle ou spécialisée à une intelligence généralisée. L'homme moderne seul serait apte à la synthèse et l'élaboration de concepts généraux dépassant les nécessités immédiates de la vie pratique quotidienne. Michel Laure-Blanchet, dans L'origine de l'art, critique ces explications qui font toutes comme si l'art était apparu soudainement dans l'histoire humaine avec une nouvelle intelligence créative et conceptuelle de Sapiens, sans que rien ne l'annonce chez des hominidés plus anciens.
Évidemment, si l'on croit qu'il y a apparition de l'art dans ce qui était jusque-là un néant artistique, on va associer l'idée de progrès au phénomène. Et non seulement l'art va être vu en lui-même comme un progrès, mais on va lire son évolution interne de manière téléologique, en pensant qu'elle ne peut être fondée également que sur le concept de progrès, que l'art émerge au paléolithique supérieur et se développe selon le rythme biologique de l'enfance, la maturité et la dégénérescence, c'est-à-dire selon le modèle d'une courbe régulière ascendante puis descendante, allant des formes simples aux formes complexes, du schématisme et de l'abstraction balbutiante à un naturalisme triomphant, pour finir, à la fin du Paléolithique supérieur, après un parcours de 25 millénaires, dans une régression marquée par un schématisme de plus en plus élémentaire, aboutissant à la mort de l'art rupestre en Europe occidentale il y a environ 10 000 ans, comme l'ont pensé l'abbé Breuil ou André Leroi-Gourhan, chacun à leur manière. Il y a, derrière cette vision, des relents ethnocentristes, si ce n'est racistes, puisqu'on fait de l'Europe forcément le berceau de l'art et de la civilisation, en le faisant naître à l'époque où Homo sapiens s'installe en Europe, et qu'on attribue à l'art la fonction de représenter le réel en faisant du modèle implicite du grand art l'art naturaliste, les figures animales spectaculaires de Lascaux par exemple, plutôt que le symbolisme abstrait, les signes et motifs indéterminés qui lui sont ultérieurs. Cette conception réductrice de l'art signifie aussi implicitement que dans les beaux-arts contemporains, le naturalisme devrait être la norme de perfection qui permet de juger de la grandeur des arts occidentaux et de l'aspect mineur des arts premiers d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie, des mandalas colorés, des gravures aborigènes ou des peintures ndébélées d'Afrique du Sud par exemple. L'art aborigène australien est symptomatique d'une pratique artistique qui n'a pas les mêmes standards que l'art européen, qui est un art non pas naturaliste et dans le volume comme en Europe, mais un art de la surface, à tendance ornementale. L'Australie s'est peuplée il y a 60 000 ans. Les premiers immigrants arrivent d'Indonésie et ils occupent d'emblée la totalité d'un continent vide, où les ressources naturelles sont abondantes. Pendant une quinzaine de millénaires, ces premiers occupants semblent ne pratiquer qu'un art élémentaire, sans doute la peinture corporelle, révélée par les vestiges de colorants trouvés au cours des fouilles. Puis, il y a environ 45 000 ou 50 000 ans, la progressive raréfaction du gibier abondant et facile des espèces géantes d'herbivores, des kangourous, des wombats ou des émeus, à cause de la surexploitation par la chasse et de sécheresse à la fin du Pléistocène, plonge les premiers chasseurs-cueilleurs dans une situation de stress économique qui peut avoir contribué au développement du grand art du continent en initiant ou renforçant notamment les rites favorisant la fécondité des espèces, toujours fréquents aujourd'hui d'ailleurs, comportant notamment la réalisation de figurations rupestres. Pour Laure Blanchet, la faune, la flore ou le climat sont des facteurs déclencheurs de l'apparition de formes d'art qui sont bien plus importants que l'évolution neurologique ou cognitive de telle ou telle espèce d'humain. L'art ne naît pas que d'une pure intelligence créatrice, que seul Homo sapiens aurait, mais aussi de pressions environnementales. On observe ainsi, de manière générale, que dans les régions et les époques où les conditions de vie sont les plus dures, le territoire tribal et artistique est vaste. Les conditions de vie difficiles induisent en effet une forte cohésion sociale, un mécanisme de rapprochement et l'adoption d'un même style d'art rupestre. Par contre, dans les milieux favorables, près des côtes notamment, où la population augmente, des tensions sociales se développent, les territoires tribaux se rétrécissent, les identités sociales locales s'affirment et la régionalisation des styles apparaît et se renforce. Il y a pour lui de multiples foyers d'apparition de pratiques artistiques allant des plus rudimentaires aux plus techniques, sans qu'on puisse en discriminer certaines, en Afrique, en Asie ou en Europe, avec des phases d'apparition et de disparition, puisqu'en Europe, il y a par exemple une disparition brutale du grand art animalier à la fin du Paléolithique, et qu'il est aussi absent dans le Mésolithique, ce qui prouve à l'évidence que l'équation art égale Homo sapiens doit être fortement nuancée. Mais à présent, une autre question se pose. Pourquoi donner le nom d'art à cette diversité de pratiques qui toutes ont peut-être des composantes à la fois gratuites et contemplatives d'un côté et utilitaires de l'autre? Laure Blanchet appelle art toutes les marques de l'esprit sur la nature. Mais dans ce cas, il n'y a pas de réelle distinction avec les techniques humaines. Ce qui peut se défendre, on le verra, mais se discute en tout cas. Toute occupation humaine d'un territoire produit-elle de l'art? Pourquoi pas bien avant Néandertal et Sapiens alors? Raymond Dart, le découvreur de l'Australopithèque, note qu'à Makapansgat, en Afrique du Sud,
Un australopithèque, il y a sans doute plus de 3 millions d'années, a rapporté dans son habitat un galet rouge dans lequel il avait reconnu un visage humain. Très tôt, l'homme est un collecteur et collectionneur des plus belles choses qu'offre la nature. Fossiles, coquillages, perles, dents d'animaux, pierres curieuses, matières colorées, cristaux et minerais, auxquels s'ajoutent tous les matériaux chatoyants périssables, plumes, écorces, plantes et fleurs, dont on n'a évidemment plus la trace. On a retrouvé à Taforalt, au Maroc, un collier de coquillages datant de 82 000 ans. La collecte de l'ocre commence il y a 1,5 million d'années et sa cuisson, dès la Chaléen, il y a 400 000 ans, pour modifier et maîtriser sa couleur. Doit-on considérer cela comme un regard déjà esthétique et artistique jeté sur le monde ? Sur une nature qui serait peut-être alors la première artiste, la première à produire des beautés naturelles. Mais on verra dans l'épisode sur l'idée de beauté naturelle que le concept n'est pas si évident à défendre. Le critère de l'art est peut-être l'intervention sur la nature. On repère déjà des incisions sur des coquillages ou des os qui ne semblent avoir aucune fonction vers le paléolithique moyen. Or, l'inutilité est souvent associée à l'art. On note aussi à cette époque l'utilisation de pierres remarquables dans la production d'outils, jaspe en Corrèze, cristal de roche dans différents sites, obsidienne lors du paléolithique moyen en Éthiopie, et la fabrication d'objets dont la forme n'a pas d'explication fonctionnelle évidente, notamment les bolas, des boules de pierre façonnées et plus ou moins régulières, manifestement trop lourdes pour servir de projectiles, qui ont été retrouvées à Sidi Abderrahmane au Maroc. De même, certains auteurs considèrent la recherche de symétrie lors de la taille des bifaces achéléens comme l'une des premières préoccupations d'ordre esthétique. Sur les parois, comme les objets du paléolithique, on trouve aussi énormément de signes, des points, des flèches, des mains négatives et positives, avec un nombre de doigts variable, des tectiformes, des quadrillages colorés de diverses teintes, des sortes de feuilles, avec chaque fois une importance accordée à la couleur. André Leroi-Gourhan a proposé d'interpréter ces signes comme des symboles sexuels. Par exemple, sur le panneau de signes de la grotte de Nuo, les signes fléchés seraient associés à la femme et les points à l'homme. D'autres préhistoriens pensent qu'il s'agit d'une sorte de système numérique. Doit-on considérer cela comme de l'art ? Et les mégalithes, dolmens et menhirs sont ceux-ci de l'art ou bien des lieux rituels ou consacrés ou encore des signes sociaux ? Au néolithique se développent en même temps des poteries de vaisselle et des figures apparemment sans fonction dont certaines semblent représenter des personnages humains. Il y a 200 000 ans, par exemple, la Vénus de Berekat Ram, sur le plateau du Golan, et la Vénus de Tantan, au Maroc. Ce sont peut-être aussi des pierres fortuitement anthropomorphes, qu'on aura ramassées par hasard, ou même sur lesquelles les paléoanthropologues projettent une création artistique préhistorique qui n'a pas eu lieu. La sculpture complexe la plus ancienne, découverte en 2008 dans le Jura souabe, la Vénus de Hohlefels, n'est datée que de 35 000 ans ou 40 000 ans. Si l'on pose la limite à la fabrication, et pas seulement la production d'outils, mais aux productions symboliques, c'est-à-dire qui semblent renvoyer à autre chose qu'elles-mêmes, à un sens extérieur, à des choses de la nature ou des croyances humaines, on se donne déjà une limite plus fiable pour définir ce qu'est l'art. Mais certaines parures de vêtements, par exemple, sont des décorations qu'on considérerait comme artisanales plutôt qu'artistiques de nos jours, mais dont la racine est pourtant commune à l'art, sans doute, dont on verra que le partage avec l'artisanat est récent et repose sur le présupposé que l'art n'est jamais utilitaire, ce qui est certainement discutable pour toute forme artistique, mais en particulier l'art rupestre. Quel pouvait être le projet des hommes préhistoriques qui ont entrepris les peintures et gravures qui nous sont parvenues, qui sculptent le plus souvent à la manière de bas-reliefs des parois de cavernes dont ils ont su utiliser les creux et les protubérances que devait lécher la lumière des flammes ? Différentes théories sur les origines et les buts de l'art préhistorique sont proposées pour expliquer le grand boom artistique du paléolithique qu'on classera en 8 catégories. D'abord, l'art préhistorique peut être vu comme une volonté de la part de l'homme moderne d'exprimer une prise de possession de l'espace, face aux néandertaliens par exemple,
en affirmant graphiquement ses sentiments ou ses croyances. Comme le graffiti moderne, qui est une forme de marquage de territoire pour les gangs, il s'agirait d'installer un espace de représentation visuelle contre un adversaire dépourvu de ce langage symbolique. Mais cette hypothèse est contredite par la découverte de productions artistiques chez Néandertal, voire chez Homo erectus, et par les sites parfois très isolés où l'on trouve des pratiques artistiques de ce genre. Peut-être est-ce simplement alors de l'art pour l'art. L'homme préhistorique manifesterait un pur plaisir de dessiner et de peindre, et aurait dès le début des préoccupations artistiques. Un des premiers défenseurs de cette théorie du plaisir de la contemplation artistique est Gabriel de Mortillet, qui est globalement sceptique sur le fait d'appeler ces pratiques de l'art avant une période assez récente de l'histoire humaine, mais qui considère en tout cas qu'on ne peut pas leur donner de fonction religieuse ou spirituelle par exemple, de fonction en général, parce que l'homme du Paléolithique n'aurait pas été assez évolué pour cela. L'idée que les peintures des cavernes seraient gratuites ou purement décoratives ne fonctionne pourtant guère pour l'art pariétal, qui se fait souvent dans des grottes sombres ou inaccessibles. John Alverson y voit aussi une pratique ludique inutile, le reflet de nos premiers développements cognitifs avant l'invention d'un symbolisme complexe, mais la complexité et la variété des signes retrouvés laissent désormais sceptiques sur cette analyse qui tend à affirmer l'absence de signification d'œuvres dont il est difficile alors d'expliquer l'existence. Troisièmement, peut-être y a-t-il une utilité plus pratique à la découverte de l'image en lien notamment avec la chasse. L'homme est le seul animal à pratiquer la chasse à l'épuisement. Perdre de vue sa proie, ne serait-ce qu'un instant, peut anéantir alors des heures d'effort. La capacité de suivre une piste composée d'empreintes aurait donc représenté un avantage sélectif. Et les chasseurs paléolithiques ont étudié la décomposition du mouvement aux différentes allures afin de mieux pouvoir décrire le comportement de l'animal traqué. Le premier contact de l'homme avec l'image a été d'emblée en lien avec le temps et le mouvement, comme ensuite d'ailleurs les chronophotographies de Muybridge à l'invention de la photographie. Ces facultés ont accru les chances de survie des individus. En dehors d'un contexte de chasse, elles auraient permis certaines expressions artistiques. Certains ont alors supputé que l'art préhistorique est peut-être dans ce cas partie prenante de rituels de chasse magiques. Henri Breuil affirme que l'homme de Cro-Magnon devient artiste en découvrant accidentellement le pouvoir de figuration de phénomènes naturels tels que les pierres figures, les accidents rocheux, les fossiles, les empreintes animales et humaines, traces digitales, marques de décarnisation sur les os, etc., et qu'il prend goût à l'imitation de la nature, qui serait au fondement des premières réalisations artistiques. On verra que c'est une thèse centrale de l'esthétique qui est maintenant discutée. Breuil imagine que les représentations d'animaux ou de scènes de chasse sont importantes pour ces hommes parce qu'il croit qu'elles leur donnent le pouvoir magique de possession et de domination sur la bête, leur assurant ainsi une chasse fructueuse. Mais cette théorie ne fonctionne pas pour les représentations d'animaux ou d'éléments qui n'ont aucun rapport avec la chasse. Et en outre, les animaux les plus souvent chassés, d'après les ossements retrouvés par les archéologues, ne sont pas les animaux les plus représentés. L'art est peut-être alors plus généralement, et sans lien avec la chasse, le témoignage de préoccupations mystiques, on parle alors de proto-religion avec l'archéologue Emmanuel Anati, ou mythologiques. Les hommes préhistoriques se réfèrent peut-être à une puissance divine, représentée par les animaux, dont un cas particulier est alors le totémisme, même si le mot regroupe des réalités fort hétérogènes, ou les esprits surnaturels. C'est la théorie du chamanisme pariétal, défendue notamment par André Glory puis Jean Clotte, qui pense que les chevauchements de figures animales et l'absence de sol et de contexte sur beaucoup de peintures pariétales évoquent des images hallucinatoires vécues pendant la transe. Ces représentations auraient été des récits initiatiques censés provoquer un éveil de la conscience, une autre vision du monde ou la survie du clan. Cette théorie littéraire a été critiquée, car elle présentait une vision très réductrice et extrapolée du chamanisme, qui ne consiste pas que dans les tripes de la transe, et ne correspondait pas à la réalité archéologique, seules quelques images pouvant être interprétées en ces termes. Il y a alors l'approche structuraliste de Leroi-Gourhan, dont on reparlera dans d'autres vidéos, et qui a de son côté, avec prudence, écarté toute volonté d'interprétation, mais a considéré que les peintures s'organisaient d'après un ordre, en fonction d'un système binaire, faisant appel aux principes mâle et femelle, et qu'elle visait à une reproduction du monde, reliant dès lors l'art à une compréhension de la nature pré-scientifique, à une cosmologie et à des rites sociaux de partage de l'espace, du temps et des pouvoirs humains. Mais il parle encore d'art, alors que certains ne veulent tout simplement pas considérer l'art paléolithique comme de l'art. Cette conception, des préhistoriens anglo-saxons notamment, suppose que les hommes préhistoriques ont des préoccupations non esthétiques, mais fonctionnelles. Agir sur les esprits, revivifier les animaux selon les saisons par exemple,
Certains chercheurs, comme Denis Vialou dans Au cœur de la préhistoire, chasseurs et artistes, ou Laure Blanchet qu'on a cité, pensent que croire à un art paléolithique, chamanique, ou en lien avec la chasse, ou gratuit, c'est nier l'hétérogénéité des cultures préhistoriques. Ils insistent sur les différences et les spécificités régionales, en soulignant que chaque grotte correspond d'abord à des systèmes symboliques identitaires qui lui sont propres, et en mettant en évidence de grands centres d'art rupestre préhistorique avec chacun leur culture propre. C'est peut-être sur cette conclusion un peu déceptive que nous devons finir cet épisode. Devant l'absence de traces écrites et des données extrêmement éparses pour le moment, comment en savoir plus sur la pensée de ces hommes préhistoriques ? De même qu'arriverait à reconstituer de nos religions, de nos croyances et de nos sciences des extraterrestres qui, dans quelques milliers d'années, découvriraient des ruines d'églises, de mosquées, de temples, de bibliothèques aux livres réduits en poussière, de fondations de buildings avec par hasard un tag dans un couloir de catacombe ou de métro par exemple, quelques fragments de vitraux, d'objets, de traces illisibles. Pas grand-chose sans doute. On peut tenter d'imaginer, comme le fait Werner Herzog sur Chauvet dans La grotte des rêves perdus. Mais cela reste éminemment spéculatif, et l'on projette sans doute une part de notre monde contemporain sur cet univers qui nous est inconnu. On peut en tout cas retenir que ces pratiques ne demandaient pas des formes de cognition de haut niveau, très certainement, qu'elles sont apparues et ont disparu dans un ordre relativement aléatoire, dépendant notamment des contextes environnementaux, et qu'elles existent sous une grande variété de formes. Pour le reste, la variété des interprétations nous en apprend plus sur nos propres présupposés sur l'art. Pourquoi serait-il forcément gratuit, esthétique, complexe, naturaliste, à l'imitation du monde? Pourquoi forcément lié à l'intelligence, la spiritualité ou encore le symbolique? Le prochain épisode continuera d'explorer ces questions du côté de l'Antiquité, en particulier de la Grèce antique, qui a marqué notre propre conception de l'art. En attendant, bonne semaine et abonnez-vous à Meta pour qu'on puisse continuer nos propres peintures rupestres sur les murs des réseaux sociaux et de cette grande caverne qu'est YouTube. À bientôt.